Juste afin d'être respectueux du temps de tout le monde, je pense qu'on va commencer maintenant. Euh, comme vous le voyez, il y a des fonctionnalités de clavardage que je vous invite à utiliser. Dans le fond, si vous avez des questions ou des commentaires pendant les discussions, n'hésitez pas à nous transmettre tout ça. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je me présente. Mathieu Desjardins, je suis coprésident du conseil d'administration de Fiat Travail Canada. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre table ronde virtuelle afin de souligner la journée mondiale de lutte contre le sida. Vraiment une journée importante, pardon. C'est vraiment important pour nous au conseil d'administration de Fiat Travail Canada d'organiser des événements qui tournent autour des enjeux qui sont importants pour notre communauté. Donc, c'est vraiment, je tiens à féliciter encore une fois Jade Pichette, qui est en charge de la programmation avec Fiat Travail Canada, pour son travail incroyable dans l'organisation de tous nos événements ainsi que nos initiatives. Donc, c'est vraiment un travail exemplaire. Puis merci aussi, tout de suite, je veux dire merci à Florence Gagnon aussi pour son travail vraiment incroyable pour organiser tout ça. Donc, merci beaucoup, Florence. Oui, pour ceux et celles qui viennent juste de joindre à l'appel, n'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de clavardage pendant la table ronde si vous avez des questions. En termes de présentation, Fiat Travail Canada, Pride at Work Canada, c'est un organisme à but non lucratif grâce au puis vous voyez notre mandat ici. Donc vraiment, grâce au dialogue, l'éducation et le leadership éclairé, on permet aux employeurs canadiens de créer des lieux de travail qui célèbrent tous les employés, sans égard à leur expression de genre, identité de genre ou orientation sexuelle. Nous contribuons continuellement à créer des espaces de travail plus sûrs et inclusifs qui réalisent le plein potentiel de tous les employés et qui éliminent surtout les obstacles à l'emploi. Nos événements d'apprentissage, de réseautage et communautaires se déroulent à travers le pays, célébrant et mettant en relation les employeurs canadiens les plus inclusifs avec des organisations dans la communauté. Donc, on compte maintenant plus de 150 partenaires nationaux, régionaux et communautaires de Fiat Travail Canada. Donc, on est très fiers de tout ça. Comme je viens de le mentionner, on a vraiment des événements partout au Canada. On va aussi participer à des recherches, études. On peut aussi vous donner des rapports comparatifs, etc., sur l'inclusion dans vos milieux de travail. Puis on veut vraiment impliquer les communautés LGBTQ2+, et les professionnels des ressources humaines ainsi que les professionnels de la diversité, mais aussi les membres des groupes ressources employés de nos partenaires. Donc, si vous avez des questions ou que votre organisation est intéressée à faire un partenariat avec Fiat Travail Canada, n'hésitez pas à me contacter, Mathieu Desjardins. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou à contacter Florence Gagnon qui nous aide avec la programmation avec Fiat Travail Canada. Dans tous les événements qu'on fait, c'est vraiment important pour Fiat Travail Canada de faire une reconnaissance des territoires sur lesquels on organise l'événement. Donc, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous nous rassemblons aujourd'hui font partie du territoire traditionnel et non cédé des Kanien'kehá:ka, des Mohawks. L'île connue sous le nom de Montréal est désignée Tiohtià:ke, pardonnez la prononciation, dans la langue des Kanien'kehá:ka. Il s'agit d'un site qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les nations, y compris le peuple algonquin. Donc, c'est vraiment important pour nous de le mentionner. Je vois qu'il y a quelques personnes qui viennent de se joindre à l'appel, pardon. N'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de clavardage dans Zoom si vous avez des questions, des commentaires pendant les discussions. Donc, le déroulement, je suis en train de faire le mot bienvenue. À l'instant, je vais présenter notre merveilleuse modératrice Eugénie Lépine-Blondeau, qui ensuite va présenter les panélistes. On va ensuite passer à la table ronde virtuelle. Puis, vers la fin, on va vous montrer quelques ressources qu'on a rassemblées pour vous. Important de mentionner, l'événement est aussi en cours d'enregistrement et sera disponible prochainement pour visionnement. Pour le panel, nous ne serons pas en mesure probablement de répondre à toutes les questions. Si vous voulez encore un suivi, veuillez nous envoyer un courriel au info@commercial.prideatwork.ca. On rappelle toujours que la salle de clavardage est un espace inclusif, c'est vraiment important. Donc, bonne discussion, tout le monde. Donc, Eugénie Lépine-Blondeau est animatrice et chroniqueuse culturelle à la radio de Radio-Canada. Après des études en chant classique, elle se tourne vers la science politique pour y décrocher une maîtrise. Or, sa passion pour la voix ne l'ayant jamais quittée, elle s'en sert au quotidien pour communiquer des enjeux et valeurs qui lui tiennent à cœur. Eugénie fait ses débuts radiophoniques à CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal, en animant Les Dessous féminins, une émission féministe et queer. Pendant 4 ans, elle met de l'avant les femmes de notre société, leurs paroles et leur histoire.
tout en abordant les enjeux LGBTQ+ dans le monde. L'émission n'existe plus aujourd'hui. Eugénie continue d'entretenir les réseaux sociaux, lui étant associée afin de promouvoir les initiatives, la pensée et les nouvelles féministes liées aux communautés LGBTQ+. D'ailleurs, Eugénie n'a jamais caché son orientation sexuelle. Elle saisit chaque occasion de parler de sa blonde, notamment quand le public s'attend à ce qu'elle dise mon chum. Des propositions d'artistes queer et des réalités des familles homoparentales. Eugénie croit fermement qu'il faut continuer de faire avancer les causes de la communauté LGBTQ+, et de changer les mentalités pour plus d'inclusion, de normalisation et d'acceptation. Donc, à toi, Eugénie, merci. Merci Mathieu, merci. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce 2 décembre, donc le lendemain de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Et ça tombe bien parce que, ça tombe bien que ce soit le lendemain parce que hier, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les réseaux sociaux, dans les médias, entre autres, hier, donc qui était le 1er décembre, cette Journée mondiale, on a souligné le fait qu'on parlait de moins en moins, en fait, des défis, des enjeux et des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Alors, ça a permis hier de peut-être prendre une prise de conscience, de voir à quel point on en parle moins et aujourd'hui, donc, de justifier, s'il le fallait, la pertinence d'un panel qu'on va avoir donc dans la prochaine heure et demie environ. Alors, peut-être aussi sommes-nous trop préoccupés par une autre pandémie, c'est-à-dire celle de la COVID-19, mais les défis pour les personnes donc, qui vivent avec le VIH-Sida, ben, partout dans le monde, sont encore nombreux, parfois aussi à échelles différentes. Donc, d'où la pertinence d'un panel, je pense, aujourd'hui, avec des panélistes très intéressants. Denis Martin, Mathie, Naïm, bonjour. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. C'est très apprécié. Alors, je vais commencer par vous présenter Denis Martin Chabot, auteur, comédien, journaliste, originaire de Québec. Denis Martin Chabot a étudié le journalisme à l'Université Carleton à Ottawa. Il a été journaliste à Radio-Canada, à la radio, à la télé, sur le web pendant plus de 32 ans. Il est désormais journaliste indépendant, auteur et comédien. Il est l'auteur d'ailleurs de plusieurs biographies. Vous avez peut-être lu celle sur Laurent McEachern qui est parue, et la révolution gay et lesbienne du Québec, qui est paru aux Éditions de l'Homme. Je pense que c'était cet été, vers la fin de l'été. Donc, bref, c'est assez récent. Et Mémoire d'une mairesse lac mégantic, le 6 juillet 2013, aussi paru aux Éditions de l'Homme en 2018. Atteint du VIH depuis 2004, il a fait une sortie publique en 2016. Depuis 2018, il consacre une grande partie de son temps à Maison Plein Cœur, un organisme sans but lucratif qui soutient les personnes vivant avec le VIH à Montréal. Et en 2019, Fierté Montréal lui décerne le prix Claude Tourangeau pour sa contribution à la lutte contre la stigmatisation et la sérophobie. Merci d'être là, Denis Martin. Bon, je poursuis avec les présentations. Naïm Afetch, est-ce que je le prononce bien, Naïm? Oui, merci de le demander. Parfait. Naïm est un bénévole et membre honoraire du CA à AIDS Community Care Montréal. Il est en première année de médecine à l'Université d'Ottawa et a une maîtrise en santé publique de l'Université McGill. Naïm est intéressé par la santé mondiale et a fait un stage de recherche au Kenya sur les droits LGBTQ en Afrique subsaharienne. Il a également travaillé à l'Agence de la santé publique du Canada, se penchant sur l'équité en santé et les morts associées aux opioïdes. Merci Naïm d'être là. Et finalement, Mathie Bombardier. Donc, Mathie est une personne non-binaire ayant émigré au Québec il y a quelques années, persuadée que les personnes marginalisées et concernées font avancer la société. Elle a à cœur de s'engager pour sa communauté. C'est avec fierté qu'elle représente et dirige le portail VIH-Sida du Québec, un organisme provincial d'information et de soutien sur le VIH et les ITSS. Bonjour Mathie. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, peut-être qu'on va commencer. Si vous avez trouvé que la présentation n'était pas suffisante, s'il manque des informations sur vous ou sur votre organisme dans lequel vous œuvrez, peut-être commencer par vous présenter et nous dire rapidement pourquoi vous vous impliquez en ce qui concerne les enjeux et les causes du VIH-Sida. On va y aller avec Denis Martin. Alors, salut tout le monde. Je vais répondre à la question d'abord, quel est mon organisme, qu'est-ce que je fais là? C'est Maison Plein Cœur. On est vraiment impliqué dans le soutien des personnes vivant avec le VIH à Montréal.
des gens qui ont peut-être, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on vit très bien avec le VIH de nos jours, j'en suis la preuve, mais il y a des gens pour qui c'est plus compliqué pour toutes sortes d'autres raisons. Ça peut être des raisons de santé mentale, santé physique, de situation sociale. Donc, ces gens ont besoin d'un coup de pouce, et puis, ben, Maison Plein Cœur, on est là pour eux. Et pourquoi moi je m'implique? Ben, en fait, je pense que le mot que je vais sortir, puis je vais pas, ça paraît un peu étrange quand je dis ça, mais moi je le fais par devoir. Je me dis, j'ai la chance dans la vie d'être privilégié, d'avoir une bonne santé, d'avoir des bons réseaux, d'avoir accès aux services ou aux traitements. Ça fait 16 ans que je vis avec le VIH et j'ai bientôt 17 ans. Et je le vis très bien, mais je sais que pour des gens, ce n'est pas la même chose. Et je suis capable, je n'ai pas peur de perdre ma job, je n'ai pas peur d'avoir des conséquences. Alors, j'ai fait mon coming out en 2016 à TVA, à l'émission de Denis Lévesque et dans la presse, parce que je me disais, il faut que les gens connus de temps en temps fassent un petit effort pour aider à la cause et de prêter ma voix ou d'essayer d'élever les voix qu'on entend moins dans la cause du VIH. Et puis, j'avais vu dans votre questionnaire, vous m'avez envoyé des mots que j'aime pas. Alors moi, je ne suis pas... OK, je suis pas sidatique parce que je regarde ça, je me dis, bon, sidatique, lunatique, ça se ressemble. Et puis, je suis pas sidéen parce que je pense que la sidérie, ça n'existe pas. Alors, on va s'entendre sur le terme, je suis une personne vivant avec le VIH, PV-VIH, ça va bien aller avec ça. Merci, Denis Martin. Oui, effectivement, une des questions que je me posais, j'allais enchaîner avec, mais pour Mathie et Naïm, vous pourriez d'emblée peut-être répondre. Mais parmi les questions que je me posais, c'est est-ce qu'il y a un vocabulaire, des expressions à proscrire, à ne pas utiliser du tout quand on parle du VIH-Sida ou des personnes qui vivent avec le VIH-Sida? D'ailleurs, je pense que c'est préférable de dire vivre avec plutôt de atteindre de. Vous me confirmerez ça? Mais peut-être, Mathie, y aller à ton tour. Oui, c'est ça. Ben, ma présentation était pas mal complète. Donc, le portail, c'est un organisme qui donne de l'information et du soutien sur le VIH et les ITSS partout au Québec, principalement en français. Donc, on a des services de soutien en ligne. On aide aussi à ce que les personnes aient accès à du dépistage. Puis ensuite, on les accompagne dans la notification de partenaires notamment. Puis, on a plein de projets aussi à côté de ça où on fait des projets de recherche notamment en ce moment sur l'impact de l'insécurité du revenu pour les personnes vivant avec le VIH. Et on a aussi un projet de podcast en ce moment sur l'accès aux soins au Québec. Génial. Et toi, est-ce que tu trouves qu'il y a des mots, des utilisations de vocabulaire à proscrire? Oui, c'est ça. Il y en a qui me font un peu faire le saut comme atteint, contaminé. Il y a beaucoup de personnes aussi qui confondent encore VIH et SIDA. C'est important de se rappeler qu'il y a quand même encore du sida dans le monde, mais il faut vraiment pas confondre. Puis tout ce qui est malade, maladie, je pense qu'on peut arrêter en 2020 de dire ce genre de choses qui au final stigmatisent les personnes qui vivent avec le VIH. Donc je préfère effectivement parler de vie avec le VIH parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des personnes qui ont accès à un traitement, ces personnes-là vivent très bien avec le VIH. Merci Mathie. Naïm, à toi maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité à ce panel. Je voulais juste dire que depuis une semaine, j'ai été voté comme trésorier du conseil d'administration, donc je ne suis plus membre honoraire. Donc ça fait plaisir d'être impliqué davantage avec ACCM. Et juste pour résumer, ACCM, c'est un organisme communautaire qui donne des services aux personnes qui vivent avec le VIH à Montréal, surtout les personnes anglophones, parce que c'est souvent une population qui ne trouve pas assez de ressources ailleurs à Montréal. Et donc, on offre des services comme de support en groupe, un à un. On offre aussi on fait des groupes de discussion, des soupers. On a aussi un programme pour la sécurité alimentaire. On fait beaucoup de prévention aussi dans les écoles, dans les organismes communautaires. On fait des ateliers sur la santé sexuelle, le VIH. Et aussi, on offre beaucoup d'informations sur le traitement parce qu'une personne qui a reçu un diagnostic nouvellement diagnostiquée avec le VIH peut être un peu submergée ou confuse avec tous les choix de traitement possibles, les effets secondaires, etc. Fait qu'en tant qu'organisme, on offre aussi de l'information et de l'aide pour ces personnes-là. Super, merci. Est-ce que toi, il y a des mots où tu es d'accord avec tes collègues? Est-ce qu'il y a des mots que
Tu dis qu'il faut absolument, ou même le vocabulaire qu'il faut absolument enlever. Ouais, moi, j'en ajouterai quelques-uns, comme sur les applications de rencontres. On entend souvent clean, quelque chose du genre. Ah ouais. C'est très négatif comme mot parce que si on dit clean pour quelqu'un qui n'a pas le VIH, est-ce qu'on sous-entend que la personne qui a le VIH est pas clean et sale ou non? C'est quelque chose qu'on doit absolument éviter. D'autres mots comme infecté, etc., comme vous avez dit tantôt, c'est des mots à ne pas utiliser, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je pense qu'on a déjà commencé à prendre des notes depuis quelques minutes. Merci beaucoup. Justement, c'est intéressant ce que tu racontes, Naïm, sur les applications de rencontres, parce que j'allais vous demander, que ce soit dans vos implications, dans votre vie personnelle ou selon ce que vit votre entourage, c'est quoi les défis majeurs que vous observez par rapport aux personnes qui vivent avec le VIH-Sida? Si tu me permets, Eugénie, je vais commencer. Bien Puis sûr. je vais parler un peu pour ma paroisse en tant qu'homme vivant avec le VIH, et ça n'exclut pas les autres groupes qui sont touchés par cette maladie-là. Mais je regarde toujours les statistiques, puis je ne peux pas m'empêcher de voir que sur les nouvelles infections, sur 10 nouvelles infections, il y a toujours 6 hommes qui ont des rapports intimes avec des hommes qui sont donc de ces nouvelles infections. 6 sur 10. Moi, ça vient me chercher parce que je me dis, on en fait des efforts. Et j'en suis à la conclusion qu'on a encore un problème avec la sérophobie. C'est toujours et encore, parce que les hommes peuvent avoir accès aux sites de dépistage. En général, on peut y avoir accès, c'est là. Les traitements existent. On est quand même dans un pays où l'accès est relativement bon pour ce groupe-là. Il y a d'autres enjeux. Et puis moi, ça vient me chercher, ça vient me dire qu'on a encore un problème avec la sérophobie, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Et pour moi, ça, c'est intimement lié à un autre problème plus large qui est l'homophobie. Et je pense qu'il va falloir un jour qu'on en parle. Beaucoup d'hommes ont encore honte d'être ce qu'ils sont parce qu'ils ont intériorisé l'homophobie. Ça ne les encourage pas d'aller voir le médecin pour aller se faire dépister et encore moins d'aller se faire traiter. Ça ne les encourage pas non plus à avoir des pratiques sexuelles qui sont moins risquées, hein, à réduire les méfaits. C'est un énorme problème et ça existe encore. J'ai juste à passer dans les cours d'école pour entendre encore quand quelqu'un fait quelque chose de travers, c'est toujours la même maudite affaire, hostie de fif. Hein, c'est toujours là. Et je trouve que c'est pas vrai qu'au Québec, tout va bien, qu'il n'y a pas d'homophobie. C'est pas vrai. Vous parlez à des jeunes, vous parlez à des hommes, dans certaines communautés, c'est compliqué de s'assumer comme qui nous sommes. Souvent, les gens vont faire du down under. Je ne vais pas aller loin là-dedans, mais juste pour vous dire que moi, je trouve qu'on n'avance plus parce qu'on n'attaque pas le vrai problème. Puis je pense que je vais aller très loin. Hier, j'étais outré. Ça fait 2 années en ligne que nous avons une mairesse qui a signé l'entente de Paris pour que Montréal soit sans sida en 2030. Ça fait 2 fois qu'elle prend l'occasion de ne pas en parler, qu'elle ne porte pas le ruban. L'année dernière, elle était à Tout le monde en parle, elle a omis d'en parler. C'est quand même important, on met de l'argent là-dedans. Et cette année, où est-ce qu'ils sont nos politiciens? Il n'y en a pas un maudit qui a parlé de ça. Alors, j'arrête ça parce que je commence à m'emporter. Je vais laisser les autres parler là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'était un peu le propos aussi de mon intro sans être spécifique, mais c'est ce qu'on a remarqué aussi hier. Puis personne ne porte le ruban. Effectivement, il n'y a pas eu de sortie là, de la part des politiciens comme c'est quasiment coutume là, pour d'autres causes. Là. Donc, effectivement, je pense que tu fais bien, Denis Martin, de le préciser, de le mentionner. Mathie, Naïm, est-ce que vous voulez, êtes-vous d'accord avec ce que Denis Martin vient de dire? Mathie, je crois que tu as activé ton micro. Oui, c'est ça, je voulais faire du pouce sur ça. Effectivement, je trouve qu'il y a comme un paradoxe dans la société où d'un côté, on va penser que la lutte contre le VIH-Sida est terminée et en même temps, il y a un manque vraiment désolant d'informations et donc qui mène à la stigmatisation. Combien de personnes pensent encore qu'on peut transmettre le VIH en embrassant quelqu'un, en serrant la main de quelqu'un, en utilisant le même bol de toilette? Comme je trouve ça vraiment affligeant qu'en 2020, on pense encore ça et qu'en même temps, rien ne soit fait publiquement, à part par les organismes communautaires qui travaillent vraiment fort, mais comme
que rien soit fait dans la communication politique, notamment, comme le mentionne Denis Martin, ou en tout cas à des échelles plus gouvernementales, pour justement pallier à ce manque d'informations, puis éventuellement adresser aussi ces enjeux-là. Puis, pour rebondir un peu aussi sur ce que disait Denis Martin, effectivement, moi, je m'intéresse aussi aux 4 sur 10 qui restent et qui ne sont pas des hommes qui ont des relations intimes avec d'autres hommes, parce que ces personnes-là, et même au sein des organismes communautaires, ce n'est pas des populations auxquelles vraiment on s'intéresse, entre guillemets, comme on en oublie facilement beaucoup, notamment les personnes autochtones, on n'en parle pas du tout. Les personnes trans et non-binaires, c'est encore très invisibilisé. Et les femmes aussi sont quand même des personnes qui sont quand même touchées par le VIH. Puis je trouve que ce n'est pas assez adressé, même au sein de nos communautés, mais encore plus dans la société en général. Merci, Mathilde. Naïm, j'ai fait une conjonction avec vos noms. Naïm, veux-tu poursuivre? Oui, juste pour ajouter sur le point très important que Mathilde a mentionné, moi, je trouve souvent que c'est peut-être juste mon expérience personnelle et puis mes observations. À Montréal, on focus beaucoup sur l'homme gay blanc pour la prévention du VIH. Puis je pense que ça, c'est un défi majeur pour avancer. On oublie souvent les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes autochtones, les personnes noires, les personnes juste non blanches, les Arabes comme moi, les personnes qui viennent un peu partout du monde qui ont comme un background différent de la majorité blanche à Montréal. Et ça, c'est vraiment un frein pour la prévention puis l'avancement de notre lutte contre le VIH, au moins à Montréal. Fait que ce que ACCM essaie de faire, c'est effectivement de faire du outreach à plusieurs populations différentes pour ne laisser personne comme un peu derrière dans cette lutte. Parce que si on voit comme toutes les ressources qui sont mises, souvent sont dans le village, souvent sont mis dans un endroit où les personnes sont à l'aise de faire leur coming out ou bien qu'ils ont un background social et familial assez spécifique. Tandis que si tu sors un peu du village ou, disons, comme si tu es à Côte-des-Neiges, Montréal-Nord, plein d'autres endroits comme le Parc Ex où il y a des populations migrantes, là, le VIH et la prévention du VIH n'existent pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont à risque du VIH ou bien qu'il y a des personnes qui vivent de l'oppression, qui n'arrivent pas à avoir des ressources ou bien qui n'arrivent pas à avoir des soins de santé ou bien comme une relation avec leur médecin qui fait de sorte qu'ils peuvent faire confiance à leur médecin pour dire c'est ça mes relations sexuelles, c'est ça mes habitudes de vie. Donc ça, c'est encore un défi majeur à Montréal, à mon avis. C'est intéressant parce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est qu'il y a des problèmes latents avant même de pouvoir s'attaquer là, à celui du VIH-Sida. On parle d'homophobie, mais aussi on ferme les yeux sur des populations qui sont historiquement puis socialement ostracisées dans notre société. Ce que je comprends un peu de votre discours, fait que j'ai envie de vous demander, parce que vous avez commencé à en parler, c'est quoi les préjugés les plus tenaces qu'on retrouve quand on parle donc de VIH-Sida, ce que vous avez pu observer? Je pensais exactement à ça hier dans mes cours à l'université. Souvent, le stéréotype, c'est l'homme ARSA qui a risque de VIH. Puis là, on voit que de plus en plus, l'incidence du VIH augmente chez d'autres groupes, comme chez les femmes, comme chez d'autres groupes, puis ça diminue chez les ARSA. Donc, le préjugé, c'est de juste se concentrer sur les ARSA, puis aussi discriminer contre les ARSA quand ça vient pour le don de sang, etc. Comme aussi accès aux soins, on va tout de suite présumer que cette personne est à risque du VIH. Puis ça stigmatise encore plus la santé sexuelle et l'identité. Parfait. On nous écrit que c'est d'ailleurs apparemment la semaine de sensibilisation du VIH dans les populations autochtones cette semaine. Mathie, voulais-tu faire du pouce, comme tu disais, sur ce que Naïm vient de dire?
Oui, c'est ça. Un autre aspect comme préjugé sur les personnes vivant avec le VIH, c'est aussi qu'il y a quelque part une faute à chercher. C'est-à-dire qu'il y a cette sorte de curiosité malsaine qu'on retrouve aussi dans d'autres discriminations comme la transphobie, où tout le monde va comme poser des questions malaisantes sur les organes génitaux des personnes. Puis comme pour les personnes vivant avec le VIH, on a souvent des questions vraiment malaisantes comme « Ah, mais comment tu l'as eu? Puis qu'est-ce que tu as fait? » Puis ça vient toujours avec des comportements où les personnes sont culpabilisées. Comme si elles avaient été imprudentes, ces personnes-là. Ouais, c'est ça, comme « Ah, mais tu sais, comme si c'était une sorte de retour suite à une activité ou… » Parce qu'il y a aussi des populations qui sont vraiment marginalisées, qui sont, oui, vulnérables au VIH, comme les personnes qui utilisent des drogues par injection notamment. Puis comme, on dirait qu'on rajoute des couches de stigmatisation, puis ça n'aide pas à adresser les problèmes, puis à soutenir les personnes. Là, au contraire, ça les éloigne en fait des services. Puis il y a vraiment une nécessité de voir la personne dans son ensemble, puis avec toutes les intersections qu'elle vit. Mais c'est ça pour lui donner des services satisfaisants. Denis Martin, voulais-tu ajouter quelque chose? Vas-y. Ben, moi, en fait, je vais vous parler d'une expérience personnelle parce que ça m'est arrivé. Quand j'ai fait un coming out, puis je ne voudrais vraiment pas dénigrer la personne qui m'a interviewé, qui était Denis Lévesque, mais je me rappelle, on a enregistré l'entrevue. Puis à 3 reprises, il m'a posé la question, mais comment as-tu attrapé ça? Puis j'ai appris avec les années, j'ai parlé à beaucoup de politiciens, j'esquivais la question du mieux que je pouvais. Puis à la 3e fois, je dis on va arrêter l'enregistrement. Et là, je lui ai dit, pourquoi cette question? Et je lui ai expliqué, quand tu me poses cette question-là, c'est que tu es en train de me demander de dire aux gens, ben oui, j'ai eu une relation sexuelle sans préservatif avec un homme, en fait plusieurs probablement, et c'est pour ça que j'ai attrapé le VIH. Et ça veut dire donc que je deviens non plus la victime innocente, et j'aime pas le mot victime, mais la personne qui a couru après. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de ce discours-là, et ça existe encore. Quand j'en parle avec des gens, ça m'arrive encore, même des gens de ma propre communauté, des hommes ou des femmes gays ou lesbiennes ou autres, qui me disent ben, « tu t'es pas protégé, tu n'as pas fait attention, pourquoi tu n'as pas fait ça, tu devrais savoir, intelligent comme tu es. » Alors, quand on reste dans ce discours-là, tout ce qu'on fait, c'est moi, je suis assez grand puis assez capable de répondre à ça, mais je me dis, la personne qui se retrouve devant ça, pour moi, c'est une agression monumentale et cette personne va se refermer et on n'encourage pas les gens donc à se faire dépister et à se faire traiter. C'est ça qu'il faut éviter dans ce genre de discours-là. Tant qu'il y aura cette recherche-là de réponse-là qui est tout à fait inutile finalement pour ton interlocuteur, là. Ça relève simplement de la curiosité en fait, mais ça a des impacts vraiment monumentaux comme celui qui peut aller jusqu'à la honte, la stigmatisation, puis même pas aller chercher les bonnes ressources ou se rendre auprès des bonnes personnes qui peuvent l'aider. C'est fort quand même qu'une question qui peut paraître simple a tellement d'impact, en fait. C'est ce qu'on doit retenir. J'ai envie on parle beaucoup là, de la pandémie, de la COVID-19. Je ne veux pas nécessairement nous ramener à ça, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que, et si oui, comment les différentes vagues de la COVID et aussi les différents degrés peut-être de confinement ont exacerbé peut-être les défis de votre organisme? Est-ce que vous avez remarqué ça, que ce soit dans la première, la deuxième vague, l'entre-deux vagues, les degrés de confinement? Bon, je suis contente, ma question a l'air pertinente, je vous écoute. Si je peux commencer, je vais parler de ACCM. Comme dès que tout a commencé en mars, il y a eu le premier confinement. Puis là, à CCM, tout a arrêté en personne. Fait que là, nos bureaux ont été fermés. Puis après ça, on a mis des mesures de précaution puis pour quand même laisser les membres à CCM avoir accès à nos services. En fait, ce qui est arrivé, c'est que on n'a pas encore le même genre de service. Parce que d'habitude, à CCM, on a des drop-in, comme une salle où les personnes peuvent juste arriver n'importe quand ils veulent dans nos heures d'ouverture, puis ils peuvent discuter, ils peuvent avoir de l'information, ils peuvent socialiser aussi avec d'autres mondes. Maintenant, nos services sont par rendez-vous ou bien un à un, ce qui fait que
tu dois appeler ou aller sur un site web pour prendre le rendez-vous. Donc, toutes les personnes qui sont sans abri, qui n'ont pas assez d'accès à l'Internet ou à un téléphone, et là, ça fait de sorte qu'ils ne peuvent plus accéder à nos services. Puis, on est en train de perdre ces membres-là qui sont déjà marginalisés et à cause de la pandémie et des restrictions qu'on met, bien là, ils sont encore plus mis de côté, malheureusement. Mathie? Oh, ton micro est fermé. Oups, ça arrive à tout le Zoom. Bien sûr. Donc, c'est ça, nous, le portail, on est déjà très en virtuel. On est un organisme qu'on appelle de seconde ligne. Donc, c'est-à-dire que, au contraire d'ACCM et de Maison Plein Cœur, on n'offre pas de service en direct. Ou alors, c'est des formations. On se déplace en fait dans les organismes ou dans certains centres pour donner des formations. Donc, nous, l'impact qu'on a vu surtout de la COVID, ça a été beaucoup la hausse des demandes de soutien en ligne, la hausse des appels, la hausse des personnes qui faisaient appel vraiment à nos services de soutien, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de détresse dans les communautés touchées par le VIH, au niveau notamment au début du confinement, parce que on connaissait pas les interactions, par exemple, entre le VIH puis la COVID. Donc, il y a eu vraiment un petit moment de qu'est-ce qui se passe avec ça, donc beaucoup de demandes d'informations. Et ensuite, il y a eu beaucoup de demandes de soutien parce que je pense que les populations marginalisées, comme je l'ai dit tantôt, c'est les personnes qui sont les plus vulnérables au VIH, mais c'est aussi les personnes qui sont les plus vulnérables à la COVID. Puis on a vu notamment, tout à l'heure, on parlait de tout ce qui fait une personne. Finalement, il y a beaucoup d'études à jaser du VIH et de s'en occuper. Et on l'a vu notamment pour la COVID en termes d'accès au logement, d'accès à des ressources alimentaires. Effectivement, ACCM fait une job incroyable à ce niveau-là, Maison Plein Cœur aussi, mais on a vu vraiment ces besoins de nos communautés vraiment très importants. Et aussi, une dernière chose, ça a été sur les services de dépistage parce que le système de santé est sous pression, puis très centralisé COVID. Donc, il y a vraiment un bris de service là au niveau du Québec pour les services de dépistage. Puis, on voit une hausse des ITSS en ce moment au Québec. Et ça ne m'étonnerait pas que peut-être en 2021, on se rende compte qu'il y a eu vraiment une hausse parce que ce n'est pas vrai que les personnes ont arrêté d'avoir des relations sexuelles. Puis c'est juste comme si elles ne se font pas dépister, ben, elles ne peuvent pas savoir, elles ne peuvent pas connaître leur statut sérologique et donc la transmission se fait. Donc, ça serait ça pour moi les principaux enjeux de la COVID. Merci, Mathie. Ben, je vais embarquer là-dessus parce que c'est extraordinaire. J'ai vécu toute ma vie, moi, à regarder le monde de l'extérieur comme journaliste. Depuis 2 ans, je vis dans un groupe communautaire et ce que j'ai vu depuis le début de la pandémie, c'est des gens qui ont mis leurs efforts. Notre équipe, elle est épuisée présentement. Elle est épuisée. Puis on craint une 3e vague parce qu'il y a des gens chez nous, je pense, qui vont craquer. C'est assez dur. Et ça, c'est le résultat de toutes les tergiversations qui ont lieu dans notre système de santé et dans notre système de services sociaux. Les gouvernements se sont départis de leurs responsabilités en balayant ça dans la cour des organismes communautaires. On a les responsabilités, mais on n'a pas l'argent qui vient avec et on n'a pas non plus les revenus qui vont avec. Un intervenant chez nous, c'est à peu près entre 18 et 21 $ l'heure. Dans le système public, ça va beaucoup plus haut que ça. Alors, nos gens travaillent à rabais, travaillent très fort et en plus de ça, ben, la demande, nous, on s'est mis à faire du dépannage alimentaire, puis beaucoup plus qu'on en faisait avant. On a tout viré virtuel, on a essayé de faire des trucs en présentiel parce qu'un des problèmes des gens qui sont marginalisés comme ça, ben, ils se retrouvent en isolement. Et pour plusieurs personnes qui ont les vétérans du VIH, que nous, on sert beaucoup, ces personnes qui sont maintenant rendues à 72, 80 ans, qui doivent être en isolement, pour eux, c'est un deuxième isolement qu'on leur fait, une deuxième stigmatisation. On les exclut à nouveau parce qu'ils ont été exclus lorsqu'ils étaient séropositifs dans les années 80-90. Et là, à nouveau, on les exclut. C'est très dur pour eux à vivre ça. Et puis nous, on sert aussi beaucoup de femmes issues d'immigration qui viennent chez nous, qui arrivent à l'hôpital enceintes jusqu'aux oreilles. Puis pauvre madame, elle est séropositive. Et qu'est-ce qu'on fait? Elles ont besoin de services, ben, elles viennent chez nous, puis on a des gens qui s'occupent d'elles aussi. Mais tout ça, là, ces gens-là ont vécu la première vague très difficilement, encore plus difficilement cette deuxième. Et moi, je m'inquiète. J'ai vraiment hâte qu'on ait un vaccin pour s'occuper de notre monde parce que je m'inquiète pour eux, je m'inquiète pour notre
nos employés aussi. J'entends aussi beaucoup de besoins en santé mentale aussi. Avant, on ne pense pas nécessairement à ça là, dans une discussion sur le VIH-Sida, mais c'est extrêmement important, surtout dans le contexte de la COVID. Vous me le confirmez que c'est important? Oui. Effectivement, je suis content que tu mets ce point-là parce que j'allais parler aussi de l'isolement que toutes les personnes vivent à cause de, pas juste à cause du VIH et la vieillesse, mais aussi à cause maintenant de la pandémie. Et donc, à CCM, on a des programmes. Maintenant, avec la pandémie, on essaie de plus en plus de joindre plus de personnes. Donc, on fait des jumelages intergénérationnels entre les personnes qui vivent avec le VIH, qui sont plus âgées, et les personnes jeunes. Puis, on essaie qu'ils communiquent ensemble pour briser cet isolement-là. Puis, on sait très bien que l'isolement a des effets très néfastes sur la santé mentale, comme la dépression, etc. Autant donc des personnes qui ont besoin des organismes que, un peu comme tu disais, Denis Martin, des gens qui œuvrent dans ces organismes-là et qui ont dû vraiment se réinventer, là, même si on est tanné de cette expression. C'est ce que vous constatez aussi, Mathie et Denis Martin? Vas-y, Mathie, j'ai vu. Ben, écoute, oui, moi, c'est ça qui m'impressionne. On a de jeunes intervenants chez nous qui ils ont inventé toutes sortes de façons de communiquer, de rester en contact avec les gens. Nous, on a même acheté des ordinateurs. On a réussi à avoir un peu d'argent. On a acheté des ordinateurs parce que ça aussi, c'est un problème. La littératie informatique, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas utiliser l'Internet, qui n'y ont pas accès parce que ça coûte cher. Alors, nous, on a réussi à aller chercher des sous un peu pour d'abord acheter un abonnement à Internet, avoir des tablettes, des ordinateurs. Puis, il a fallu aller montrer aux gens comment l'utiliser. Ça a l'air de rien. On est entre nous, on est toute une gang de personnes qui connaissons les réseaux sociaux, l'Internet. Mais moi, encore une fois, peut-être que j'ai l'air drôle de vous dire ça, mais moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment une maudite grosse misère dans notre ville à Montréal. Puis ça m'a vraiment abasourdi, ça m'a même choqué. Depuis le début de cette pandémie, je contrôle une colère, peut-être j'ai besoin de consulter, mais je contrôle une colère vis-à-vis ça. Ça m'indigne. Je suis horrifié de voir qu'il y a des gens qui vivent comme ça encore dans notre monde. Et puis on est là en train de pointer du doigt le reste de la planète. Je veux dire, mon Dieu, qu'on a du travail à faire dans notre cours. C'est intéressant. Mathie, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Puis je reviens avec mon idée d'accès au logement, par exemple, où quand on pense VIH, on ne pense pas forcément accès au logement ou on ne pense pas forcément accès à des ressources alimentaires. Mais mon idée, toujours, c'est comme que les personnes n'aient jamais à choisir entre payer leur traitement puis payer leur loyer ou payer leur épicerie puis payer leur traitement. Ça, c'est vraiment une question qui ne devrait pas se poser, surtout dans une ville ou dans une province comme le Québec. Et ça arrive. Et j'ai rencontré des personnes à qui ça arrive souvent. Et s'il n'y avait pas les organismes communautaires, la situation serait encore pire. Donc, il faut voir vraiment les choses dans leur globalité, puis voir encore une fois les personnes sur tout ce qu'elles sont, puis pas simplement le VIH. C'est pas leur identité, le VIH. Elles ont mis le facette qui y influe. Il nous reste une vingtaine de minutes avant qu'on tombe dans les questions du public, du public en délire, oui, tout à fait. Alors, j'ai encore quelques questions dans la manche. J'ai envie de vous demander s'il y a quand même eu dans les dernières années, ou peut-être au Canada ou au Québec plus particulièrement, des avancées qui sont plus marquantes et significatives dans le domaine, que ce soit d'ordre légal, financier, social, par rapport, ou des avancées médicales. Donc, je vous écoute. Je peux y aller si vous voulez. Je trouve qu'il y a eu vraiment des avancées médicales qui sont vraiment impressionnantes, qui font qu'aujourd'hui, si une personne prend un traitement régulièrement, elle peut avoir une charge virale qui est indétectable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus détecter. La quantité de virus est tellement petite dans le corps de cette personne qu'elle ne peut ensuite plus le transmettre, même sans condom. Et ça, donc, comme je disais, il y a encore des personnes qui pensent qu'on peut transmettre le VIH en embrassant une personne. Donc, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, un décalage entre… C'est une avancée incroyable, mais comme qui le sait?
Ouais. Et même des personnes vivant avec le VIH, il y a quand même une grande partie qui ne le savent pas, ou des médecins qui ne le savent pas, des professionnels de santé. Puis des fois, les personnes vivant avec le VIH se retrouvent dans la position où elles doivent éduquer leurs professionnels de santé. Puis ça, je trouve que c'est quand même problématique parce qu'on le verra tout à l'heure et éventuellement dans le milieu du travail, mais ce n'est pas aux personnes concernées de toujours prendre cette charge émotionnelle puis pédagogique de devoir éduquer les personnes autour. Donc, je pense qu'il y a vraiment de belles avancées. Puis aussi, en termes de dépistage, l'autotest est disponible au Canada sous peu. Donc, c'est quand même une grosse avancée quand on voit l'état du dépistage avant l'autotest. Ça vient quand même un peu tardivement. Je dois avouer quand même, il y a plus de 70 pays qui l'ont déjà mis en place. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, on pense souvent qu'au Canada, on est exemplaire, mais pas sur tous les sujets, je trouve. 70 pays, donc il y a déjà la possibilité de s'auto-tester. Et je veux juste réitérer ce que tu as dit, Mathieu, aussi, puis j'imagine, Denis Martin, Naïm, vous allez peut-être vouloir rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'on ne le sait pas assez. Donc, si c'est indétectable, c'est donc intransmissible. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on ne dit pas assez. Denis Martin. Ben, oui, ça, je vais revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Naïm, Ouais. c'est, quand tu lis dans les réseaux sociaux, tu sais, es-tu clean? Et je me rappelle toujours quand j'étais célibataire récemment, puis je dis aux gens, tu vois, oui, je me suis lavé ce matin, ne t'en fais pas, je suis clean. Mais non, j'ai appris à laisser ça de passer parce que c'est vraiment un problème de sensibilisation. Mais effectivement, une personne indétectable comme moi qui est intransmissible, je ne vais pas te passer quoi que ce soit, tu peux m'embrasser, tu peux me frencher. Le seul problème, par contre, c'est la COVID présentement, mais à part ça, il n'y a pas de danger. On peut avoir une relation sexuelle et je ne vais pas préconiser quoi que ce soit, mais je peux avoir une relation sexuelle sans préservatif et il n'y aura pas de transmission. Et moi, ça m'amène à dire ce qui n'a pas avancé, parce que je trouve les avancées médicales formidables. On s'en va même vers les injectables bientôt. Les gens vont se faire injecter une fois par mois et ils n'auront plus à prendre des médicaments, donc le risque de l'oublier ou de se faire prendre par son conjoint qui ne sait pas que tu vis avec le VIH, parce que ça existe dans certaines de nos familles qu'on aide. La femme doit souvent se cacher de son conjoint pour prendre son médicament. Là, on est vraiment là. Mais moi, ce qui me choque, là, qui n'avance pas, c'est que légalement, le Canada est à la remorque du reste du monde. C'est toujours et encore un crime d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un si on ne lui dit pas qu'on vit avec le VIH. C'est encore un crime. Peu importe ce qu'on vous dit, on peut t'amener devant les tribunaux et tu deviens un délinquant sexuel. C'est considéré comme une agression sexuelle. Aïe aïe! Quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un qui est intransmissible ou quand il n'y a pas de risque de transmission ou s'il n'y a pas eu transmission, ce n'est pas un crime. Ça, il faut que ça change. La décriminalisation, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Et moi, je reviens à ce que j'ai dit au début, je suis fâché contre les gens qui prennent des positions « Ah oui, on veut vaincre le VIH, on veut l'éradiquer », mais qui, dans les faits, ne font rien. Ça, c'est un geste politique qui doit être fait par les politiciens et je m'attends à ce que la mairesse de Montréal et ce que nos politiciens le réclament que ça change. Il faut que ça change. Ça ne peut plus durer comme ça. Et ça, l'impact de ça, c'est que les gens ont tellement peur de savoir qu'ils sont séropositifs ou qu'ils vivent avec le VIH parce qu'ils doivent le dire à d'autres. Et vous voyez ce que je veux en venir. Bien, ils ne vont pas se faire dépister. Puis il y a encore 14% des gens au Canada qui ne connaissent pas leur statut. On n'est pas à 90% encore. Mm-hmm. On a encore beaucoup de travail à faire. Et je parle comme si je suis fâché, mais j'y peux rien. Je regarde ça aller, puis je me dis, la solution est là, direct dans ta face. Bon Dieu, prends-la, puis fais quelque chose. Tu sais. Est-ce qu'on sait pourquoi on s'acharne sur la criminalisation? J'ai l'impression qu'il y a comme une distinction très importante à faire. Puis juste pour dire, Denis, tu as raison d'être fâché. C'est quelque chose de fâchant. Mais il faut distinguer entre ce qui est éthique et ce qui doit être légal ou illégal. Okay? C'est pas éthique de savoir son statut VIH et de ne pas le dire. Okay? Ou d'affecter quelqu'un, entre guillemets, exprès. Là. Oui, je pense que c'est très rare. C'est comme quand tu as une ITSS. Là, je veux dire, la moindre des choses, c'est de dire, écoute, j'ai une gonorrhée. Ouais. Je vais... Ça, c'est pas éthique de le faire. C'est comme mais de le criminaliser, ça passe à une autre couche, comme Denis a expliqué.
Je ne sais pas pourquoi les politiciens veulent pas le faire. Je ne sais pas si c'est pour donner une impression qu'on protège les personnes comme les victimes d'agression ou je sais. Mais comme honnêtement, le fait de criminaliser, ça a un effet très tangible. Hier, un médecin nous a dit que souvent, il voit des patients à l'urgence qui disent « Je ne veux pas avoir un dépistage de VIH ». C'est des histoires concrètes. Ils disent « Je ne veux pas avoir le dépistage parce que si je l'ai, puis si je sais mon statut, bien là, je risque d'être emprisonné si quelqu'un me dit que tu n'as pas divulgué. » Fait que là, c'est réel, ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment un frein en plus à la volonté d'une personne de se faire dépister. C'est aussi clair que ça. Oui, c'est un dissuasif. Je vais quand même juste répondre à Naïm. Effectivement, moi, personnellement, je ne peux pas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre si je ne lui dis pas ce que je suis, ce que je vis, mon statut VIH. Ça, c'est mon éthique. Mais je sais que je ne vais rien lui passer, que je lui dise ou non. Mais pour moi, ça fait partie de mon éthique personnelle. Mais entre l'éthique, effectivement, et ce qui est légal, je trouve que de criminaliser, ça va trop loin. Puis, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça revient à ce que tu disais, Denis Martin, mais effectivement, c'est pas dans le débat public, ça, présentement. Ni dans le débat politique, donc. Pas du tout, ça passe sous... Puis il y a d'autres sortes de criminalisation en passant au niveau du VIH qui serait important d'adresser. Le travail du sexe, par exemple. Tu sais, à Montréal, on a des personnes des Premières Nations qui vivent aux abords je pense que c'est le métro Place des Arts, et puis régulièrement, les policiers vont saisir le matériel de consommation parce que c'est là qu'ils se rassemblent. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, là? Parce que là, ils vont faire quoi? Ils vont se partager des seringues souillées, ils vont se passer non seulement le VIH, mais plein d'autres affaires. Et puis, tu sais, je comprends là, que de consommer, c'est peut-être pas la chose idéale, mais encore une fois, d'avoir un traitement aussi coercitif que celui-là, ben, on ne règle pas le problème. Ils vont consommer pareil, mais avec des équipements dangereux pour eux. Et ça aussi, il faut que ça change. On en parle. Moi, j'ai été sur le comité consultatif de Montréal sans sida. Ça m'a tellement fâché. Là, quand je dis, il n'y a rien qui avance. Rien qui avance. On en parle depuis 2 ans. Il faudrait que ça soit fait. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation à ça. Si on veut, on est sérieux, donc on veut éradiquer le VIH d'ici 2030, on a 10 ans pour le faire. Ça prête. Même pas. On a 9 ans pour le faire. Oui, c'est ça, le temps passe vite. Vouliez-vous ajouter quelque chose, Mathie, Naïm? Ben, c'est ça, je voulais faire encore du pouce sur ce que disait Denis Martin, comme la criminalisation des affaires, ça a toujours été contre-productif. Puis c'est comme, il nommait justement la criminalisation du travail du sexe, mais comme, en fait, les clients sont pénalisés, donc les travailleurs du sexe vont avoir moins de champs d'action et moins de pouvoir pour négocier des choses comme on en revient au VIH parce que donc comme il y a moins de clients, puis il faut se cacher, etc., les personnes se retrouvent à ne pas pouvoir négocier des relations avec condom, par exemple. Donc là, tout ce qui est transmission du VIH. Et pour la criminalisation des drogues, c'est pareil, comme disait Denis Martin, l'attitude des policiers, du corps policier envers les consommateurs et consommatrices de drogue à Montréal, c'est terrible. Comme il y a des organismes qui voient des interventions policières où les policiers brisent le matériel que les organismes donnent. Donc, on pédale chacun dans notre sens. On va donner dans une approche de réduction des méfaits, comme disait Denis Martin, où on ne va pas aller juger la personne. La personne consomme, ce n'est pas notre affaire de dire si c'est bien ou pas bien. Ça répond à un besoin de cette personne à ce moment-là. Mais comme notre rôle à nous, c'est de l'accompagner puis de lui donner les conditions pour qu'elle le fasse de manière sécuritaire. Et ça s'applique aussi aux relations sexuelles. Comme c'est pas vrai que les gens arrêtent d'avoir du sexe pendant la COVID. Donc, notre rôle, c'est d'aller répondre à leurs besoins à ce moment-là et de leur donner les conditions sécuritaires pour le faire. Mais si, dans le même sens, dans l'autre sens, en fait, on a des politiques ou des policiers qui brisent le matériel qu'on propose, c'est vraiment problématique, quoi. Merci. Naïm, voulais-tu ajouter quelque chose? Juste pour dire, parce que la question, c'est aussi sur le côté financier. Oui. Puis,
Ben, honnêtement, je trouve qu'on est très, très loin d'atteindre nos objectifs comme de fundraising dans les organismes communautaires. On est tout le temps en train de demander de l'argent, puis on est tout le temps très loin d'atteindre nos objectifs pour avoir des bons services. Et on dirait que le VIH est maintenant, c'est pas une cause sexy, je dirais, ou quelque chose qui est comme intéressant, ou c'est pas comme le cancer ou des causes qu'on considère plus comme moralement que c'est correct. C'est pas ta faute si tu as le cancer. Fait qu'il faudrait qu'on aide ces personnes-là. Fait qu'il y a plein d'argent qui rentre là-dedans. Tandis que maintenant, au moins pour les organismes communautaires, les personnes qui sont les plus touchées, ben, c'est les personnes qui sont marginalisées, puis comme si la société s'en foutait un peu d'eux. Fait qu'on ne voit pas qu'il y a assez d'argent qui va là-dedans. Fait que ça, c'est pas une avancée marquante, mais c'est en fait le contraire. Moi qui espérais voir le verre à moitié plein, mais en même temps, c'est parfait parce que c'est important d'avoir des reality checks aussi. Moi, je suis là avec mes lunettes roses, là, mais juste déjà, Mathilde, dès le début, tu nous dis le Canada, on est en retard pour bien les affaires. Donc, j'ai pris des notes. Vous me voyez peut-être, je prends des notes comme ça. J'aimerais ça parce que, bon, c'est un peu le but, en fait, de ce panel présentement. Peut-être qu'on parle dans le milieu du travail, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour briser les barrières des personnes séropositives? Je peux dire ça? C'est juste, ou vivant avec le VIH-Sida. C'est ce qu'on a établi dès le début. Je réponds à ma propre question. Comment on peut faire donc pour briser les barrières de ces personnes-là en milieu de travail, c'est-à-dire d'aller peut-être au-delà de la sensibilisation qui, bon, des fois existe déjà? Avez-vous même des suggestions peut-être pour des employeurs ou pour des gens qui vivent avec le VIH-Sida? Je vous écoute. Je pense que c'est intéressant de réfléchir à nos structures. Comme on l'a vu, la stigmatisation est vraiment structurelle, donc dans toutes les sphères de la société et notamment dans le milieu de travail. Mais ça passe par vraiment beaucoup de choses. C'est pas comme juste je vais recruter une personne vivant avec le VIH comme pour faire un peu de tokenisation, et puis ensuite toute la charge pédagogique encore une fois revient sur cette personne qui doit ensuite gérer les micro-agressions au quotidien, etc. Et ce n'est pas juste d'avoir des ateliers de sensibilisation, c'est aussi réfléchir à comment est-ce qu'on fait nos recrutements. Parce qu'on le sait, il y a des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas eu accès dans leur vie, selon leur parcours de vie, à la même éducation que les personnes séronégatives. Parce que les choses ont été ce qu'elles ont été dans leur vie. Puis, donc, est-ce qu'on recrute sur les mêmes bases? Puis, il y a aussi toujours des formulaires d'emploi où il faut cocher des affaires pas possibles, de dévoiler son statut ou de dire pour l'assurance collective est-ce qu'on vit avec le VIH ou non. Comme je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à toutes les structures d'emploi. Et c'était nommé dans le chat aussi, il y a comme une fois que la personne est en emploi, comment est-ce qu'on s'assure que l'espace est sécuritaire pour cette personne-là? Donc, est-ce qu'on arrange les horaires? Si on veut qu'il y ait des personnes, des femmes par exemple vivant avec le VIH ou des parents vivant avec le VIH qui postulent et restent dans nos entreprises ou dans nos organismes, est-ce qu'on met en place des systèmes de garde d'enfants? Est-ce qu'on aide à payer la franchise des médicaments? C'est vraiment plein de pratiques qui peuvent être données, qui sont déjà en place parfois dans le milieu communautaire, mais qui pourraient être transposées au milieu de l'entreprise à plus grande échelle. Merci. Vas-y, j'ai coupé mon micro parce que je pense qu'il y a de la construction chez moi, chez les voisins. Vas-y, Denis Martin. Je vais quand même suivre et je vais aller encore une fois avec une expérience personnelle. Quand j'ai appris que j'avais le VIH en 2004, eh bien, j'ai menti à mon employeur. J'ai menti jusqu'en 2016. Je n'ai jamais dit que j'avais le VIH. J'ai menti au bureau de santé. Alors là, je le dis, hein, c'est public, j'ai menti. Pourquoi? Parce que je savais que si je le disais, imaginez, journaliste à la salle des nouvelles, on ne m'enverrait plus nulle part, que j'aurais été mis de côté. Et puis, peu importe parce que quand je l'ai annoncé quand j'ai pris la retraite de Radio-Canada, et je me rappelle les patrons, je leur ai dit pourquoi je ne leur avais pas dit, et qui étaient abasourdis. Et puis, j'ai dit, non, je dis, il ne faut pas me dire maintenant que je vous dis ça, que vous ne l'auriez jamais fait. C'est facile à dire avec le recul. Mais j'avais peur de la réaction des gens, j'avais peur de l'exclusion. Mais le problème, c'était, là, quand il fallait que j'aille passer des tests, il fallait que j'aille voir mon médecin,
Et moi, j'ai eu quand j'ai découvert que j'avais le VIH, j'étais très, très, très malade. Hein. Je pense que j'étais rendu à la phase SIDA. J'avais plein d'éruptions cutanées. J'étais extrêmement malade. Moi qui n'étais pas très gros, j'avais perdu quelque chose comme 15 kilos. Ça n'allait vraiment pas bien. Et j'ai menti. Quelqu'un m'a demandé, m'a dit, tu fais un cancer? Et puis, je l'ai regardé, ben, je dis, whatever, je ne parle pas de la maladie. Et je regarde comment les choses se passent maintenant. Ben, c'est sûr que est-ce que à l'embauche, si on apprend que tu vis avec le VIH, moi, je ne pense pas qu'on va t'embaucher, sincèrement. Je pense que ça serait naïf de penser que de mettre mes lunettes roses et puis de dire tout va bien aller. Non, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis au niveau de la structure de l'entreprise, regardez avec la COVID comment est-ce qu'on était prêt à faire beaucoup d'accommodations. Quelqu'un qui doit faire son 15 jours de quarantaine, on va lui accorder ces congés-là. Est-ce qu'on va accorder des congés comme ça à quelqu'un qui doit se faire traiter et qui ne veut pas divulguer son statut VIH? Comment on fait ça? Hein? On ne pose pas de questions pour la COVID. Puis en fait, c'est une très bonne chose qu'on ne pose pas de questions pour la COVID, mais pourquoi on doit, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai dû mentir à mon employeur pendant 12 ans. J'ai horreur de dire ça parce qu'un journaliste doit dire la vérité, mais moi, c'est une question de survie. C'est une question de m'assurer que je passais au travers de ça. Mais j'ai une question, Denis Martin. Tu me diras si tu es à l'aise de répondre, mais quand tu dis que tu as menti à ton employeur, est-ce que c'était par omission ou est-ce qu'il y avait, on t'a posé des questions ou il y a une obligation de divulguer ce genre d'informations-là? Je ne crois pas que je suis obligé de divulguer mon information, mon statut sérologique à mon employeur, ça ne le regarde pas. À mon avis, là, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, alors je vais te dire que ça, c'était ma première réaction. Oui, je l'ai fait par omission. Et puis quand on me demandait, il me semble que tu as été malade pas mal récemment, je dis oui, j'ai pogné un bon virus. Et je demandais à mon médecin de jouer un peu sur les mots dans le papier de santé. Et puis, il fallait, parce que j'avais vraiment pas envie de me retrouver au travail et d'être exclu, de me retrouver à rédiger des nouvelles de minuit à 8 heures le matin, genre, là j'exagère, on ne pourrait pas me faire ça, mais de me retrouver à être mis de côté. Et j'ai tout simplement combattu ça comme ça. Je le regarde avec le recul maintenant, je me dis, est-ce que j'ai manqué de courage? Ben, probablement. Mais en même temps, je me dis, ben, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Moi, j'ai fait ce qui était la meilleure chose à faire pour m'assurer d'avoir une bonne vie jusqu'à ma retraite. Puis après, ben, maintenant, je peux en parler. Puis si tu l'apprenais en 2020, puis qu'il te restait encore 15 ans avant ta retraite, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je vais te répondre comme un politicien. Très bonne question. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais vraiment pas. Ouais. Je pense que je me cacherais encore pour le moment. Je pense que ça serait ça. Je vais être honnête avec vous autres, je me cacherais encore. Bien, merci pour cette honnêteté-là. Mathie, Naïm, voulez-vous réfléchir à ça avec nous? Ouais? Oui, effectivement. Merci, Denis Martin, d'avoir partagé ça avec nous. C'est sûrement le cas pour plein d'autres personnes. Puis, ça ne doit pas être le cas maintenant qu'on a plein d'informations sur comment le VIH se transmet, etc. Juste comme un pop quiz maintenant, il y a 5 liquides biologiques qui peuvent transmettre le VIH. C'est lesquels? Est-ce qu'on peut les poser? Est-ce qu'on peut avoir comme juste un petit 20 minutes pendant un break de dîner pour ramasser les employés puis leur donner une petite formation? 30 minutes, ça ne doit pas être très lent. Là. Les 5 liquides biologiques qui transmettent le VIH sont le sang, les sécrétions vaginales, les sécrétions anales, le sperme et le lait maternel quand il s'agit de mère-enfant. Fait que là, c'est les 5, il n'y a pas d'autres, pas la sueur, pas la salive. La salive, etc. Tu ne peux pas attraper ça en buvant avec le même verre d'eau ou en utilisant la même salle de bain. Donc ça, c'est très important de le faire, puis ça ne prend pas beaucoup de temps, puis ça aide à déstigmatiser, puis à défaire les mythes. Et aussi, il y a... Moi, j'aime ça parce que tu dis pop quiz, j'ai envie d'embarquer là-dedans. Ouais. Tu fais croire que c'est un quiz sur Titanic, mettons, Céline Dion. Finalement, tu insères une couple d'affaires éducatifs là-dedans, là, c'est parfait. Puis en même temps, on est là à SSM pour donner ces formations, pour donner ces ateliers-là. On a aussi des témoignages qu'on peut faire. Vous pouvez inviter quelqu'un d'ASSM pour donner un témoignage, puis ça va humaniser les personnes qui vivent avec le VIH.
Puis je pense que les employeurs, c'est pas quelque chose de très difficile à demander comme de ces employeurs-là. Tout à fait. Donc de réclamer ce genre d'informations-là, puis sous toutes ses formes, en fait, à son employeur, ça peut être une très bonne idée. Puis, effectivement, je ne sais pas qui sont les participantes qui nous écoutent, mais que ces demandes-là ne tombent pas juste sur les épaules des personnes concernées, que c'est aussi par des alliés ou des gens, n'importe qui, en fait, qui, eux aussi, eux et elles, gagnent à être informés sur ça et sur plein d'autres sujets. Mathie? Oui, c'est ça. Pour poursuivre là-dessus, en fait, c'est ça. Le VIH, tout comme d'autres enjeux sociaux, je trouve, ne devrait pas revenir à la charge des personnes qui vivent avec le VIH. Ça devrait être des enjeux partagés. Ça devrait être... c'est ça, on parle d'épidémie, on pourrait parler de pandémie. Je veux dire, c'est quand même mondial. Ça devrait concerner tout le monde, en fait. Puis, juste pour revenir sur ce que disait Naïm sur la salive, je pense que les chiffres montrent que pour vraiment avoir un risque de transmission via la salive, il faudrait comme en boire 2 litres. Donc, voilà, c'est ça. Déjà, personne ne fait ça. Si donc, oui, c'est un autre type de problème. Donc, c'est ça, je ne sais pas si vous avez le goût de boire 2 litres de salive, mais en tout cas, c'est juste comme... C'est ça, il y a vraiment des choses à déconstruire. Puis je trouve que l'idée de Pop Quiz est vraiment excellente. Puis comme juste que le monde se sente concerné, mais avec d'autres organismes communautaires, on avait fait comme une petite étude sur les soins dentaires. Puis on appelait les dentistes à Montréal, les cliniques dentaires à Montréal. Puis on leur disait qu'on vivait avec le VIH, puis de vouloir prendre un rendez-vous. Donc au début, on appelait pour prendre un rendez-vous pour un nettoyage. Puis ensuite, on disait dans la conversation qu'on vivait avec le VIH. Et là, le ton changeait totalement. C'était comme « Ah, attendez, je vais me renseigner avec le dentiste. Ah, ben finalement, on n'a plus de place. » Même une fois qu'on avait trouvé une date. Donc, ah, ben là, ou alors, ah, mais, ou pour, j'ai déjà entendu des personnes proches de moi qui ont pris des rendez-vous pour des massages, puis quand ils ont dû, et ça, c'est pas légal de demander, mais ils ont dû remplir le formulaire avant un massage, puis on dit qu'ils ont dévoilé leur statut sérologique. Mais la personne a mis comme des gants pour faire un massage. Il y a un moment où il y a une telle désinformation dans toute la société que... Donc, ça veut dire que les dentistes, beaucoup d'endroits où on peut aller se faire masser, j'allais dire salon de massage, mais ça peut être compris autrement. Mais c'est clairement pas des espaces safe pour que les personnes travaillent là-dedans. Déjà que c'est pas safe pour que les personnes y aillent. Donc, il y a vraiment, même au-delà de chaque entreprise individuellement, je trouve qu'il y a vraiment des enjeux structurels à adresser, puis justement sociétaux, vraiment, comme je pense que ça doit venir aussi de plus haut que les entreprises aussi. Merci. On a des témoignages, entre autres, de Claude qui nous écrit que lui a décidé de ne pas chercher d'emploi ailleurs. Il est resté avec le même employeur pour 36 ans. Il a eu la chance, il nous dit, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des transferts dans d'autres départements et avoir une progression de carrière, mais j'ai été chanceux. Donc, Claude qui considère ça comme de la chance, heureusement, on comprend qu'il aimait son travail, mais on peut s'imaginer que pour quelqu'un qui a d'autres aspirations, tout ça, ça peut réellement être une barrière à l'emploi, là. Ou qui vit même des sortes de violences dans son emploi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette petite voix dans sa tête qui lui dira à cette personne comme « Ah, mais si tu quittes, peut-être que tu ne trouveras pas d'emploi. » Puis c'est terrible, on devrait tous pouvoir avoir accès à un emploi stable. Et puis il y a aussi tout l'aspect où les personnes vivant avec le VIH font beaucoup de bénévolat notamment et s'impliquent beaucoup dans les organismes communautaires VIH. Et le bénévolat, c'est pas reconnu. Puis on le voit dans notre recherche sur l'insécurité du revenu pour les personnes vivant avec le VIH. C'est comme il y a des barrières d'accès à l'emploi. Excusez-moi. C'est renversant ce que je raconte. Ouais, c'est renversant, voilà. Mais c'est ça, il y a des barrières à l'emploi, il y a des barrières d'accès à l'éducation, à l'emploi, etc. Et donc à l'accès à un revenu viable pour ces personnes-là. Puis ça aussi, ça doit être adressé là. Juste reprendre quelque chose, tu sais qu'on parlait tantôt, tu sais que le VIH, c'était
c'est une pandémie. En fait, ça a été, si je ne me trompe pas, c'est la première pandémie déclarée par l'OMS. Ah ouais. Oui, il y a 40 ans, ça fait 40 ans. Et tu sais, on ne fera pas de comparaison avec la COVID de cette façon-là, mais je vais quand même signaler que si on avait mis des ressources équivalentes, on sait qu'on n'avait peut-être pas les technologies il y a 40 ans, mais si on s'était vraiment intéressé à ce virus, à ce rétrovirus, on aurait peut-être trouvé quelque chose, on aurait peut-être pu le stopper. Mais non, parce que la sérophobie, moi je dis que c'était de l'homophobie. On sait que Reagan n'a jamais voulu parler ça lui a pris 5 ans, je pense, à parler de VIH une fois en public. Alors, tu sais, et je regarde en 2020, 40 ans plus tard, et je trouve ça aberrant que hier, je reviens là-dessus parce que ça me fâche, alors je vais le redire encore une fois. Hier, il n'y a pas personne de la classe politique, il n'y a pas un politique au Canada qui a parlé du VIH. Ça me sidère, ça me fâche tellement. Et j'en ai eu de la misère à dormir hier soir à part ça. Alors, mais bon. Mais cela dit, je pense qu'il y a beaucoup au niveau du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau de la sensibilisation, mais il faut revoir aussi nos façons, comme je dis, l'accès au congé. Il faut avoir aussi, tu sais, comment je pourrais dire? Je vais revenir encore sur une expérience personnelle. Je me rappelle, je voulais prendre congé et puis j'étais dans l'ancienneté, j'étais très haut. J'avais choisi des dates et puis j'ai un patron qui est venu me voir et me dit, ben un tel qui a des enfants, lui, aurait vraiment besoin de ces dates-là. Toi, tu n'en as pas, fait que tu pourrais peut-être changer. Là, je me dis, c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Je vous donne, j'ai quitté Radio-Canada en 2016, c'était dans ces années-là. On est encore, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui traînent encore, puis que je pense qu'il est temps de sensibiliser, d'en parler, puis de dire non, ça passe plus, il faut arrêter ça. Je vais spécifier quand même que je vois le vite sur le Twitter de Valérie Plante qu'elle a écrit, puis je ne veux pas remettre en doute ce que tu dis, Denis Martin, aucunement. Mais ce que je comprends, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que ce qu'elle a écrit hier, c'est Journée mondiale du sida, c'est l'occasion d'honorer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés. C'est aussi l'occasion d'être des alliés dans la lutte contre les préjugés et la discrimination visant les personnes vivant avec le VIH-sida. Mais il n'y a pas d'engagement politique. On sent peut-être que c'est comme convenu. C'est ce que tu dis, dans le fond, Denis Martin. Je dis Valérie Plante, je l'ai pris au hasard. Là. Il y en a peut-être d'autres qui ont écrit quelque chose, mais effectivement, je pense que Trudeau a parlé aussi hier, mais tu sais, c'est le message bien ordinaire. Tu sais, on a des regrets pour ceux qui sont morts. Ben là, je comprends, moi aussi, mais j'aimerais ça qu'on aille plus loin que ça. Oui. Pour ceux qui sont vivants, ceux et celles qui sont encore vivantes, oui. Mathie? Oui, c'est ça. Et pour faire un tout petit commentaire sur Valérie Plante puis Montréal sans sida, effectivement, il y a quand même eu, je pense que le monde ne le sait pas forcément, mais il y a eu un plan d'action qui a été établi pour Montréal sans sida et qui devait arriver à échéance en 2020. Puis, donc, Valérie Plante, juste après son élection, a effectivement signé donc, la déclaration de Paris, il y a 2 ans maintenant, je pense. Donc, qui fait de Montréal une ville sans sida, puis qui se dote d'objectifs internationaux, en fait, en rapport avec ça. Et il y a eu un plan d'action, mais comme 2 ans plus tard, ça y est, on est en 2020, les cloches sonnent, puis qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu une super belle campagne de communication qui a été faite dans le métro, ça, je le reconnais vraiment, puis sur justement la lutte contre les préjugés, etc. Mais tout ce qui est vraiment engagement politique un peu fort, comme notamment la décriminalisation du travail du sexe, justement ce dont on parlait tantôt relativement à la criminalisation du dévoilement du statut sérologique, comme on attend, puis il n'y a pas non plus d'argent qui a été injecté dans les organismes communautaires, c'est comme... Donc c'est ça, des engagements, il y en a eu, mais il y a quand même peu de concrétisation de ces engagements-là. C'était mon petit commentaire. Merci, non, c'est bien. Puis effectivement, c'est peut-être quelque chose dont on est moins au courant, puis c'est important de le rappeler. Je vais prendre des questions. On a quelques questions des gens qui nous écoutent. Entre autres, Samuel qui nous demande, bon, on l'a déjà un peu abordé, mais il y a peut-être autre chose à rajouter. Il dit, beaucoup d'entreprises travaillent sur des moyens d'inclusion quant à la diversité, avec un grand D. Comment un employeur de nos jours pourrait démontrer
démontrer une telle inclusion envers les gens qui vivent du VIH au Canada dans la même volée là, que la communauté LGBTQ2+. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est comme si on fait des efforts, du moins chez certains employeurs, pour parler d'inclusion et de diversité sexuelle souvent, mais on oublie encore donc cette acceptation du VIH-Sida. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'on y pense et qu'on l'inclue aussi? Mathie? Je pense que là, le mot à retenir pour moi, personnellement, en tant qu'employeur aussi, c'est vraiment la flexibilité. C'est comme être ouvert puis ouverte aux réalités des personnes, quelles qu'elles soient. Donc, c'est, comme je le mentionnais tantôt, peut-être réviser les politiques de recrutement, mais aussi, une fois que la personne est en place, de mettre en place des structures qui font en sorte que l'espace est sécuritaire, puis que la personne, comme dit Denis Martin, peut prendre des congés, parce que la vie avec le VIH, c'est pas que super youpi, tout va bien. Tu sais, aussi, il y a des moments, il y a des choses qui vont un peu moins bien, puis que ce soit la santé mentale, la santé physique. Donc, c'est aussi que l'employeur ait cette flexibilité-là de permettre aux gens de prendre ces congés-là, par exemple. Ou je mentionnais tantôt aussi le fait de payer la franchise des médicaments, par exemple. Où il y a vraiment des actions concrètes et qui seraient quand même accessibles à mettre en place, je trouve. Il y a quelques-uns, justement, dans notre fenêtre de conversation qui ont parlé de ça, justement, des assurances, effectivement, on tend à l'oublier. Puis encore une fois, le rôle des personnes, que ça ne tombe pas juste sur les épaules des gens qui en ont besoin. C'est quelque chose à retenir, je pense, de ce panel. Est-ce que vous aviez autre chose à rajouter? J'ai une autre question. Sinon, peut-être Denis Martin ou Naïm, vous trouviez qu'on avait fait le tour sur la question des employeurs tantôt? Oui, juste réitérer que si l'employeur est vraiment comme sérieux sur l'intention d'inclure les personnes puis de réduire la stigmatisation, il faut faire plus que juste le recrutement. Il faut aussi comme faire des gestes plus concrets, comme inviter du monde pour faire du témoignage, faire de la sensibilisation, mais comme avec de l'information, pas juste du... Ouais, mais ça prend vraiment comme le willpower de l'employeur. Puis ça, on ne peut pas les obliger. Ouais. J'ajouterais qu'à Maison Placard, on est en train de retravailler notre code de vie, peut-être pas au niveau de l'inclusion des personnes vivant avec le VIH, parce qu'évidemment, c'est notre mandat, mais nous, on le fait au niveau de notre travail avec les personnes trans, non-binaires, les personnes racialisées, les personnes des Premières Nations, parce que je pense qu'il faut aussi le dire, il faut avoir une politique, un code de vie, il faut que ça soit compris et puis vu par tout le monde. Et puis je trouve que ça, c'est un premier pas aussi, tu sais, dans la sensibilisation. Là. Pas juste le dire, regarde, là, si tu fais ça, là, si tu dis ça, là, ça passe pas. Fait qu'on te le dit, là, il faut que tu arrêtes ça. Et puis que ce code de vie-là, il est signé et adopté par tout le monde, non seulement les employés, mais aussi l'administration. Merci. On a une autre question. Bruno qui nous demande, ne croyez-vous pas que la venue de nouveaux traitements, comme la PrEP par exemple, c'est une question, je pense, qui revient beaucoup de façon générale, mais a eu pour effet de banaliser le VIH-Sida comme si ce n'était plus un problème important de santé communautaire. Est-ce qu'il y a eu finalement quasiment un backlash, en fait, à la démocratisation de la PrEP et autres traitements du genre? Si je peux faire un petit commentaire là-dessus. Il y a toujours des risques puis des avantages pour n'importe quel projet de santé publique. Et la PrEP, ça l'est un. Je pense que quand les gouvernements puis les avocats défenseurs de la santé prônent pour quelque chose, comme pour la PrEP, mais ils voient que l'avantage était beaucoup plus élevé que l'inconvénient qui est comme peut-être ce genre d'effet-là. Je ne sais pas si c'est prouvé ou non, mais ça peut être des observations qu'on voit. Mais je pense qu'en final, la PrEP a un effet très, très positif malgré les autres effets minimes qu'elle peut avoir sur les autres ITSS ou la banalisation du VIH. J'ajouterais, si je peux me permettre, que oui, il y a des médicaments, puis il y a la PrEP, mais tout le monde n'y a pas accès.
Puis comme encore une fois, la PrEP, il y a seulement certains professionnels de santé qui peuvent la prescrire, qui osent la prescrire, qui la connaissent. Et puis, certaines personnes qui peuvent se l'avoir prescrire, comme on parlait tantôt des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais il y a aussi, les femmes ont des enjeux d'accès à la PrEP, comme les travailleuses du sexe, ou même les femmes trans aussi, alors que c'est quand même des populations qui sont tout de même vulnérables au VIH. Donc j'aimerais me dire que ça y est, la PrEP est arrivée aussi, mais il y a toujours ces enjeux d'accès. Donc, il y aura toujours, effectivement, comme dit Naïm, des aspects négatifs à des avancées scientifiques, là, mais la balance entre effets positifs et effets négatifs est quand même largement pour les effets positifs. Quand même, on le voit dans des pays où les transmissions au VIH ont drastiquement baissé, justement, suite à la démocratisation de la PrEP. Ouais, je pense que c'est en Angleterre qu'on a vu ça il y a 2 ans. Je pense que le chiffre est assez étonnant. Je ne le citerai pas parce que je ne m'en rappelle pas comme ça, là, un peu à brûle pour point. Puis effectivement, la PrEP, pour ceux que ça intéresse, là, mais je pense que l'assurance maladie le couvre, mais il faut que la personne qui veut avoir le médicament paye quand même la fameuse franchise. Ça a l'air de rien, mais tu sais, je pense que c'est 90 $ par mois que ça finit par coûter. 90 $, tu sais, quand tes ressources sont limitées, puis entre te protéger contre le VIH et puis de manger ou de t'acheter du cristal meth, là, on va rentrer dans tout ça, là, ben, tu sais, tu as tout ça qui arrive en considération. Moi, ce que je trouve aussi qui a joué contre nous avec la PrEP, c'est dans la communauté, là, je vais parler de la communauté des hommes gays. Moi, j'entends des choses des fois qui me lèvent le peu de poils que j'ai sur les bras quand j'entends ah ben là, les gars ils peuvent baiser sans condom, puis il se passe plein d'ITSS. Ça a été la même chose quand on a rouvert les saunas entre les 2 vagues de la COVID, puis que c'était épouvantable. Les gars vont se passer des maladies. C'est parce que les gars, ils vont baiser. Là, je parle des gars, puis j'imagine que ça va être la même chose avec les femmes. Je vais parler de ce que je sais. Mais les gars, ils vont baiser pareil. Et si ce n'est pas au sauna, ne vous en faites pas. Il y a un viaduc quelque part qu'ils peuvent aller. Il y a des applications et ils ne vont pas utiliser le préservatif autant. Alors, aussi bien de s'assurer qu'ils utilisent la PrEP et aussi bien de s'assurer qu'ils sont dans un milieu sécuritaire. Parce que, rassurez, je vais vous le dire, là, tu sais, les fonds de cours puis les dessous d'un viaduc, c'est dangereux. Les gens peuvent se faire agresser. Il y a un problème de sécurité là. Alors, réduisons les méfaits. Et puis, tu sais, entre toi et moi, la personne qui se passe une chlamydia, bien, on peut la traiter. C'est quand même pas quelque chose qui va tuer au bout du compte. Et c'est mieux ça. Et la personne, d'ailleurs, qui prend la PrEP en passant, se fait dépister régulièrement. Et selon les chiffres que je vais citer, Sarah Amélie Mercure de la Santé publique à Montréal, elle me disait que selon les projections qu'ils font, on va voir une diminution allant jusqu'à 40 % des ITSS parce que les gens vont être dépistés plus régulièrement, donc traités plus rapidement, donc moins de propagation de la maladie. Là, je ne vais pas parler à travers de mon chapeau. Parce qu'il y a un suivi médical obligatoire, dans le Oui, fond? peut-être que Naïm pourrait plus l'expliquer, mais il y a des données qui ont été faites, puis je n'ai pas eu le temps de chercher ces données-là avant de la réunion, mais je trouve qu'il y a quand même du positif là-dedans, puis je pense qu'il faut encore une fois faire de l'éducation pour qu'on sorte de ces préjugés. Oui, effectivement. Puis moi non plus, je ne connais pas les chiffres exacts, mais oui, c'est dans le même esprit. Mais je voulais juste aussi ajouter quelque chose sur la PrEP. Tantôt, Mathilde a fait un point très important. Il y a plein de médecins qui ne savent pas c'est quoi la PrEP. Fait que là, je reviens aussi à mon point. Tantôt, j'ai parlé de la prévention du VIH. C'est très centré sur le village. Les cliniques comme la clinique actuelle, la clinique Quartier-Latin, etc. Ces cliniques-là sont dans le village. Il y a plein de médecins qui sont super. C'est des médecins incroyables. On a besoin d'eux. Mais les médecins, disons, dans les autres arrondissements de Montréal, ils n'ont pas de formation spécifique sur le VIH ou sur la santé sexuelle de plus. Et bien, là, ça fait de sorte que toi, comme n'importe quelle personne qui veut aller voir son médecin de famille, en fin de compte, c'est supposé être sa première personne ressource pour la santé. Mais là, si le médecin ne connaît pas c'est quoi la PrEP, bien là, le patient ne va pas nécessairement éduquer le médecin. Et puis, c'est peut-être le médecin qui a besoin de savoir c'est quoi la PrEP pour l'éduquer, pour l'offrir à son patient.
Et là, on voit aussi c'est qui les personnes qui manquent l'accès à la PrEP, c'est les personnes qui ne vivent pas au village ou bien qui n'ont pas fait leur coming out, qui n'osent pas aller au village pour ne pas être vues dans le village et aller à ces cliniques-là. Fait que c'est souvent des personnes racisées qui manquent l'accès à la PrEP. Puis on doit faire quelque chose avec ça. On doit former plus de médecins, plus d'infirmières qui peuvent vraiment agir sur la PrEP, puis la prescrire au dehors du village. Ça me fascine parce que je savais qu'avec ce panel, j'en apprendrais beaucoup, mais je pense que je n'avais pas réalisé à quel point j'allais prendre conscience des racines, là, vraiment, de la stigmatisation qui monte à loin. Là. On parle autant de l'homophobie qui a rendu l'éducation de nos futurs médecins aussi, tu sais, à être sensibles à ce genre de problèmes, d'enjeux comme ça. Moi, je le remarque aussi comme femme lesbienne, mais ça, c'est à d'autres égards aussi. Tu sais, des fois, on se rend compte à quel point, pour vrai, les médecins, le monde médical peut être tellement hétéronormé, très difficile, et souvent, on est amené à faire de l'éducation auprès du corps médical, ce qui n'est jamais une position très agréable à avoir avec ce qu'on s'imagine être une figure de respect, d'autorité, à quelque part, de connaissance. Alors, c'était ma petite aparté. Mais donc, moi, c'est entre autres ce que je retiens. Mais sinon, qu'est-ce qu'on doit retenir, donc, de cette journée, de cette journée d'hier, mais quand même de ces semaines de sensibilisation de la lutte contre le VIH-Sida? Qu'est-ce qu'on doit retenir, selon vous? Je peux y aller, moi. Ce que je retiens et puis ce que j'essaye de combattre et aussi de porter haut au quotidien, je pense, c'est que déjà la lutte contre le VIH n'est pas terminée, puis que ce n'est pas seulement le VIH, donc c'est encore une fois tous les aspects d'une personne. Donc si on ne joue pas sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, on n'arrivera jamais à éradiquer le VIH comme on veut le faire. Puis aussi s'adresser aux justement 4 sur 10 dont on parlait au début, comme qui ne sont pas des hommes gays ou arsabi en tout cas, et aller se questionner sur le racisme systémique de nos sociétés, sur la transphobie, sur pourquoi ces personnes-là font pas partie de la solution au VIH et la réponse au VIH, et ça, et l'accès aux soins, bien sûr, encore une fois, où on l'a vu pendant la Covid, il nous faut absolument une couverture sanitaire universelle, puis comme quel que soit le statut d'immigration, et on a l'impression qu'au Québec, on est arrivé parce que waouh, il y a la RAMQ puis tout le monde là. Ben non, comme on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Puis il y a encore des personnes qui passent entre les mailles pour plein de raisons, que ce soit leur statut migratoire, que ce soit c'est ça parce que c'est des personnes issues de l'immigration, ou alors des personnes utilisatrices de drogue, ou name it, là, il y a vraiment plein de personnes qui passent au travers du filet parce qu'on ne les inclut pas, puis parce qu'on ne les voit pas. C'est comme au début, dans les années SIDA, 80-90, on laissait le monde mourir parce que c'était les gays puis les personnes qui utilisent des drogues. Mais, ouais. Et c'est ce qu'on fait aussi avec la crise des surdoses. Comme c'est des personnes marginalisées, personne n'adresse le problème, ou très peu. Puis comme en Colombie-Britannique, il y a plus de morts de surdose que de la COVID, puis personne ne fait rien, quoi. Donc, tant qu'on ne prendra pas en compte les personnes marginalisées dans les sociétés et qu'on ne leur donnera pas aussi du pouvoir décisionnel sur les solutions, on n'y arrivera pas. Puis on restera toujours à, oui, 90%, peut-être, 85%, mais comme pour moi, ce n'est pas satisfaisant. Puis il y a comme une phrase qui dit que personne n'est libre s'il y en a un qui n'est pas libre. Puis ben, c'est ce qu'on devrait se rappeler aussi, puis se demander qui n'est pas autour des tables, qui n'est pas rejoint. Puis voilà. Merci, Mathie. Denis Martin, Naïm, un mot de la fin? Ben, moi, je pense que effectivement, on ne réussira pas à éradiquer le VIH si on ne fait pas l'effort. Et l'effort communautaire est là. Et si on va avoir un effort collectif, il va falloir que les leaders s'embarquent beaucoup plus que ça. Il va falloir qu'on mette aussi, j'aime bien l'expression, c'est une expression que je ne pouvais pas utiliser quand j'étais en ondes, je la dis maintenant, il va falloir que les bottines suivent les babines de temps en temps. Il va falloir qu'on mette l'argent là où ça se passe. En anglais, c'est « put your money where your mouth is ». Quelle belle expression!
Parfait, on finit presque là-dessus. Naïm? Oui, exactement. Comme ça a été déjà dit, vraiment qu'on a besoin de bold moves, un peu plus d'audace. Oui, il faut, pour faire avancer les choses, maintenant, on a fait de l'avancée médicale, on a fait plein de choses. Maintenant, le bottleneck, comme la limite, c'est vraiment changer les structures de la société. Puis ça commence par des petits changements. Ça peut être au niveau de la ville, puis après ça, ça peut être au niveau de la province et au niveau fédéral. Mais ça commence par des politiciens qui veulent agir. Merci, Naïm. On a Claude, peut-être pour terminer avec ce vase à moitié plein que je cherchais tant pendant ce panel. On a Claude qui nous écrit « On a eu des stagiaires en médecine qui font leur stage virtuel avec nous en pandémie, en temps de COVID. Bon, ils et elles ont peu d'exposition au VIH dans leur formation. Ça, c'est dommage, mais ils et elles veulent apprendre. Alors bon, on peut espérer qu'il y a un peu en ce sens-là là, de la lumière au bout du tunnel. Mais sinon, je tiens, avant de passer vraiment le mot de la fin à Mathieu, je tiens vraiment à vous remercier de votre temps, de votre pertinence, de vos partages, de votre écoute, de votre éducation aussi. Je sais que des fois, surtout quand on est autant engagé comme dans le milieu communautaire, ça fait 15 ans qu'on est éduqué sur le sujet, ça fait 20 ans. On n'a pas toujours envie de revenir en arrière, de commencer l'éducation, de recommencer l'éducation des autres. C'est vraiment apprécié que vous l'ayez fait aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Et puis, merci aux organisateurs et organisatrices aussi de ce panel, là, entre autres, Mathieu, merci. Tu remercies Florence Gagnon aussi. Je tiens à la remercier. C'est elle qui a pensé à moi pour ce panel. Alors, merci énormément. Puis, Mathieu, peut-être le mot de la fin, Mathieu Desjardins. Oui, merci beaucoup, Eugénie. C'est vraiment comme une super belle table ronde. Je suis vraiment contente d'y avoir assisté. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que j'étais vraiment comme inspiré par tout ce que les panélistes ont dit. Vraiment spécifiquement par rapport au milieu de travail, les agents ou les facteurs de changement dans le milieu de travail, en fait, il y en a 3. C'est vraiment les ressources humaines, ça va être l'exécutif dans les organisations, puis ça va être les groupes ressources employés. Donc, on peut se diriger vers ces 3 groupes-là, en fait, pour vraiment faire des changements dans nos organisations. Je trouve que c'est vraiment important. L'idée de se mobiliser pour mieux supporter les personnes vivant avec le VIH, premièrement, mais ces notions aussi, puis on le voit, il y a des organisations, par exemple, qui vont étendre les programmes d'assurance vie aux personnes vivant avec le VIH, par exemple, donc pour les aider aussi, aider avec les médicaments, avec les traitements. Puis je reviens à ce que Mathieu mentionnait, la flexibilité, qui est vraiment comme le mot-clé dans tout ça. Donc, un grand merci, Eugénie, d'avoir été notre modératrice aujourd'hui. C'était vraiment super, vraiment, vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup, Denis Martin, Mathie et Naïm, d'avoir été avec nous aujourd'hui comme nos panélistes. C'était vraiment super. J'en ressors grandi, inspiré. Puis, je partage à l'écran avec vous des ressources qu'on a sur Plateau Travail, donc Maison Plein Cœur, sur le portail VIH-Sida du Québec, ainsi que sur le AIDS Community Care Montréal. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir accès à l'enregistrement de notre session aujourd'hui, ainsi qu'à certains documents si vous le souhaitez. Donc, je vous encourage à vous inscrire aux événements futurs de Fierté au Travail Canada. N'hésitez pas à aller voir sur notre site web pour vous inscrire. Puis encore une fois, merci tout le monde. Puis bon reste de ce mercredi. Joyeuse fête, éventuellement, pour ce qu'on aura. C'est ça. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.